Bonjour à toutes et à tous. On commence la deuxième séance de troisième journée de notre travaux, n'est-ce pas? La thématique France-Brésil, circulation des idées. On commence avec Monsieur Abel Kouvoaam, excusez-moi ma prononciation. Il est prof des universités de Pau et des Pays d'Adour, spécialisé en anthropologie urbaine, directeur de l'UFR, Lettres et Sciences humaines. Et il va nous parler de les trajets anthropologiques d'ici et de l'ailleurs dans les représentations franco-brésiliennes. À vous, monsieur. Oh, ici. Oui. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Alors, je remercie les collègues organisateurs du colloque de me donner l'occasion, bien sûr, ils sont nombreux, je pense à Eden, à Jean-Yves Puyot, et mes autres collègues ici présents, de me donner l'occasion de faire quelques réflexions anthropologiques et philosophiques sur les représentations de l'ailleurs, sur le dialogue France-Brésil. Pour moi, c'est un second moment, ici, à Pau, que d'évoquer cela, puisque en 2007-2006, on a fait un premier colloque sur France-Brésil. On a fait des actes qui sont importants, qui continuent encore de faire parler d'eux. Et c'était coordonné par Michel Taulis, et puis bien sûr Vincent Berdoulet, Eden, et puis moi, enfin, entre autres. Alors, vous me demandez pourquoi j'ai choisi le thème, l'intitulé « L'ici et l'ailleurs », et puis trajet anthropologique. Je vais d'abord les justifier, avant de prendre dans un second moment, David l'a déjà évoqué, un premier moment, je vais dire l'ici et l'ailleurs comme trajet de la rencontre et de partage des savoirs et des imaginaires entre la France et le Brésil. Ce sera le premier point. Deuxième point, j'ai choisi comme angle d'attaque, de réflexion, le messianisme, puisque c'est mon champ de travail, mais surtout Bastide et Maria Isora Pereira de Queiroz ont beaucoup travaillé dessus. Donc, comme ça, d'observation. En troisième point, je l'ai intitulé « Le Brésil, pays de l'hétérogénéité et du pluralisme culturel ». Je me suis basé sur l'entretien que notre collègue et amie Tanella Boni, l'entretien qu'elle a eu en 2007 avec le directeur Muniz de Sodré. Parce que comme ça, ça fait court. Alors, l'imaginaire, j'ai préféré, après je dis, j'ai écarté, je vais laisser cela pour le livre, pour les actes, les imaginaires footballistiques, moi qui aime le football, et les imaginaires de la fête, carnaval de Bahia et de Rio. Ah, okay. Je laisse ça pour les actes, mais je ne vais pas évoquer ici, puisque en 20 minutes, je ne peux pas développer tout cela. D'abord, l'usage de la notion trajet anthropologique relève à la fois de la métaphore comme figure discursive et de la démarche anthropologique. Alors, dans mon propos, est de l'ordre de la figure discursive, ce qui se donne à comprendre comme la représentation de la distance parcourue d'un point à un autre. Elle implique de la mobilité, du déplacement physique, corporel, réel, imaginé, virtuel. Du point de vue donc de la démarche anthropologique, le recours à la notion de trajet anthropologique emprunte les sillons tracés notamment par de nombreux écrivains, artistes, historiens et anthropologues français et brésiliens. Alors parmi ceux-ci, je citerai Lévi-Strauss, je peux citer Fernand Braudel, Georges Ballandier, Roger Bastide, Maria Isora Pereira de Queiroz, Maurice Godelier, etc. À titre d'exemple, le livre de Godelier, publié en 1977, avait pour titre « Horizon et trajet marxiste en anthropologie ». Bon, bien d'autres, je laisse passer. Quant à la notion utilisée dans mon titre « L'ici et l'ailleurs », auquel il convient d'ajouter le présent absent, qui se situe entre les deux, à savoir « maintenant ». Dans cet exercice de clarification hasardeuse, je vais énoncer ceci. L'ici, le maintenant et l'ailleurs offrent analyse anthropologique des représentations franco-brésiliennes,
la trilogie des enchevêtrements, des temporalités sociales, identifiables à travers des mouvements de pensée, de croyances, de pratiques, de mobilité des Français et des Brésiliens, de part et d'autre de différents mondes sociaux. C'est aussi pour laquelle la notion de l'ici et l'ailleurs entend circonscrire une expression, autre expression chère à l'anthropologie, c'est le proche et le lointain. Ces espaces d'appropriation par les acteurs, par les agents sociaux, pour donner sens à leurs pratiques et leurs représentations, me conduisent à postuler cette idée. Je fais cette hypothèse que l'ici et l'ailleurs, en tant que catégorie d'analyse et catégorie de pratique, sont des figures du discours révélatrices des foyers d'expérience au sens foucaldien, d'individus, artistes, écrivains, intellectuels au sens large, qui sont mus par la mobilité, la quête du sens des autres, pour reprendre la formule de Marc Auger. Et dans ce premier point, l'ici et l'ailleurs comme trajet de rencontre et de partage des savoirs, des imaginaires entre la France et le Brésil, j'ai dit que je laissais de côté l'imaginaire footballistique et festif. Et le mot imaginaire, je le prends ici dans le sens que lui en donne l'anthropologue Gilbert Durand, à savoir, c'est l'ensemble des images et des relations d'images qui forment le capital pensée dans son ouvrage qui est bien connu, La structure anthropologique de l'imaginaire. Alors, moi j'ai choisi Bastide. Roger Bastide parce que, bon, dans son livre Les Amériques noires, que vous connaissez, comment effectivement ce livre est apparu comme le signe manifeste d'une vaste entreprise de renouvellement du discours sur l'autre, en se démarquant des discours dépréciatifs sur l'autre. Et il va porter un regard neuf et instructif sur l'ailleurs. Alors, il a voulu affronter l'altérité spécifique. De lui, Jean Duvigneau et Ballandier, qui en sont les premiers privilégiés, disent ceci, notamment Jean Duvigneau. Je cite, « Quand il découvre la vie puissante du Nord-Est, il affronte, dit Bastide, il affronte un de ces lieux du monde où la rencontre des civilisations est inscrite dans les milieux, les actes, les gestes, les manières de table, les rêves et les pensées. Ici se rencontrent le Brésil colonial, portugais et hollandais, le Brésil africain des esclaves noirs libérés, mais toujours pauvres, les éléments de la vie industrielle. » Professeur à la Sorbonne, Bastide garde une puissante attraction pour l'Afrique et le Brésil. Initié au culte africain, il ne transforme pas les hommes qu'il a fréquentés et aimés en fiches scientifiques. Les Noirs et les Brésiliens ne sont pas pour lui un instrument de carriérisme universitaire. Ces hommes existent, ils sont ses contemporains, il leur cède volontiers la parole, c'est leur parole qu'il prolonge. Félicitations. Ballandier, dans la seconde préface à ce livre, il a intitulé « Une sociologie de la rencontre ». Tu vois, le mot « rencontre » devient. Donc il dit « Voici une vingtaine d'années disparaissait Roger Bastide. Il avait acquis plus de renommée au Brésil, son lieu, de 1938 à 1951, qu'en son propre pays. La séparation, l'accès retardé aux positions académiques parisiennes, le décalage par rapport aux confrontations idéologiques des années 50 lui furent un handicap. » Plus récemment, Ballandier, en 2013, avant qu'il décède, Ballandier dans des sociales pas incertains, d'ailleurs on lui rend un hommage le mois prochain à la Sorbonne, le 11 décembre, Ballandier réaffirmait, je le cite, « Le trajet de vie de Bastide pourrait être vu comme prévisible. De la philosophie aux sciences de l'homme, du lycée à l'université, à la Sorbonne et à l'école de haute études en sciences sociales, où il apportera son appui à la candidature de Devereux à un moment crucial. Ce trajet ne l'est pas. L'universitaire inaugure sa carrière par un long séjour au Brésil, à l'université de Sao Paulo, et il en rapporte les images du Nord-Est mystique, ainsi que sa thèse consacrée aux religions afro-brésiliennes. Le cévenol calviniste adhère à l'une d'elles et va en Afrique pour retrouver les formes originelles. Ce qui le passionne, c'est la rencontre des civilisations et des groupes sociaux que leurs différences opposent, les modes de relation de l'individu à des situations qui mettent à l'épreuve son adaptation, sa construction identitaire, sa défense par l'imaginaire.
avec la mystique, le sacré, la transe, la folie pour objet de recherche et domaine d'application sur l'anthropologie. Bastide a éprouvé, j'ai mis cette phrase, a éprouvé la séduction des gouffres. Mais il a toujours été en quête de la rationalité de l'irrationnel. Fin de citation de Landier. Alors, il y a plein de passages ainsi. Alors, j'ai dit, bon, je laisse les, comme j'ai passé le temps. Le deuxième point, j'ai dit, bon, je vais prendre le thème du messianisme, qui est par Balandier, qui m'a fait des cours longtemps. Je suis arrivé un peu tard, une année après, à la Sorbonne pour Bastide, je ne l'ai pas eu comme enseignant. Mais Balandier faisait des cours sur le messianisme, et sur lequel maintenant je travaille depuis longtemps. Et c'est un thème qui a traversé l'étude franco-brésilienne. Je laisse de côté le colloque qu'on avait fait en 1985 à Sao de Maranhão, l'UNESCO, avec où Pierre Verger était présent, sur les survivances des religions africaines au Brésil et les Caraïbes. Je reviens rapidement, mais je n'ai pas le temps de développer cela. Je vais l'évoquer dans la publication finale. Alors, ce thème du messianisme, alors, Bastide dit, l'analyse, il montre qu'il y a deux types de messianisme. D'une part, deux interprétations plutôt. Celle qui le justifie comme la seule force possible de résistance sous le régime agricole et qui constitue la première prise de conscience des groupes exploités contre leurs exploiteurs. Et celle qui condamne le messianisme en ce qu'il détourne la résistance des groupes exploités du terrain de la lutte matérielle pour le dériver sur le terrain des mythes religieux en retardant l'apparition de la lutte des classes enlisée dans des marécages théologiques. Alors, lui va prendre une démarche plus prudente. Il définit comme ça le messianisme. C'est avant tout une réponse raisonnée, même si apparemment elle nous paraît loin de nos propres raisons, à un trouble d'ordre sociologique et comme un ajustement à une situation de changement. Et il a beaucoup travaillé sur les changements sociaux. Il va réfléchir sur la différence entre un messianisme urbain, réponse à l'industrialisation, le mécanisme de folk, qui est une réponse violente à un changement imposé du dehors, comme le statu quo, et le mécanisme colonial qui, bien qu'il ne représente pas tout l'ensemble de faits généraux qui le définissent par rapport, se présente néanmoins comme une réponse à une situation de contact. C'est Balandier qui a lancé en 1955, travaillant sur les mécanismes à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, enfin en Afrique centrale, la notion de situation coloniale, que tout le monde connaît, c'est la rencontre entre des sociétés dominantes, sociétés dominées, et les réactions politiques par le biais du religieux, et ces mécanismes continuent encore en Afrique centrale, le kimbanguisme et le matouanisme. Alors, l'autre thème qui est quand j'ai rencontré, enfin, Marais, il sera près de Carrosse à Paris dans les années 77, pardon, et il définissait ainsi le mécanisme dans ses écrits. Marais sera Pérez de Carrosse, sociologue brésilienne, qui a beaucoup écrit. Elle dit « Les doctrines religieuses qui prédisaient l'avènement sur la terre d'une ère de bonheur et de perfection sont dites messianiques, chaque fois que l'installation de ce monde parfait dépendra de l'arrivée d'un fils de Dieu, d'un messager divin, d'un héros mystique, d'un messie. » Mais elle précise que les mouvements ne sont messianiques que s'ils sont dirigés par un chef sacré, un envoyé de l'au-delà. Et elle établit une distinction entre la croyance messianique et le groupe messianique, tout en précisant que la première peut exister sans le second, mais que le groupe messianique a besoin de la croyance messianique pour se déclencher. Bon, je n'ai pas le temps de développer ce thème de la croyance messianique, qui est un thème cher à nous tous, l'anthropologie. Et après, les thèmes, bon, Bastide a repris le thème de toutes les communautés noires étudiées. Et je saute ce point pour prendre le point de conclusion sur cette partie de la deuxième partie, à savoir que les recherches qui sont menées se mènent encore sur les religions afro-américaines, les religions messianiques, brésiliennes et prophétiques, permettent de comprendre la duplicité du credo des religions afro-brésiliennes, la proclamation d'un nouveau régime de croyance et leurs dogmes religieux indigènes sous le masque de la chrétienté occidentale. La superposition de langages religieux paradoxaux, à savoir d'une part celui de la soumission
avec captation de la puissance du génie chrétien, d'autre part, le langage du recodage et de l'insurrection émotionnelle. Je reprends le terme d'André Corten, au sujet de l'indocilité, comme l'emploi Achille Mbembe. Alors, je termine par... j'ai encore... Non, beaucoup de temps. Ah bon, d'accord. Ah bon, ça va. Bon. Puisqu'en général, je déborde alors. Le 13, alors, donc, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le thème on développe que le mécanisme est le lieu de production du politique par le religieux. Et c'est-à-dire, la religion n'a pas seulement dans ces contextes au Brésil comme dans les pays qui sont de la domination coloniale, non pas qu'une fonction conservatrice, mais c'est une arme de lutte contre la domination. Et on l'a étudié, notamment le collègue Corten qui a travaillé sur le Brésil aussi. Je l'ai oublié, Corten, lui, il est canadien, mais il a beaucoup travaillé et sur l'émotion sur le pentecôtisme au Brésil. Alors on a fait un colloque à l'époque à Paris sur ce thème du pentecôtisme et il a employé le mot l'insurrection émotionnelle du religieux à travers le pentecôtisme. Alors, le collègue Achille Mbembe qui, lui, travaille sur la notion d'indocilité populaire, pour dire l'Afrique indocile, de cette résistance par le biais du religieux contre la domination coloniale et contre aussi le christianisme. Le troisième point que j'ai retenu ici, c'est le Brésil, pays de l'hétérogénéité et du pluralisme culturel. Alors, j'ai discuté longtemps avec ma collègue Daniela Boni, qui est là, professeure de philosophie et écrivaine de l'université de Côte d'Ivoire, l'université d'Abidjan. Elle, dans un numéro d'Afrique Culture, 2007, elle a fait un entretien avec Monis Sodré, président alors, à l'époque, je ne sais pas s'il est toujours, de la fondation de la Bibliothèque nationale. Il est toujours? Non. Non, il n'est plus. Bon. Alors, la question qui a été posée est la suivante, je prends deux questions. Il a été beaucoup question dans le colloque de la diversité culturelle et de cohésion sociale. Le Brésil est un pays de la diversité culturelle, comment se manifeste-t-elle au quotidien et dans les faits? Alors, il répond, il dit, c'est vrai, le Brésil est marqué par l'hétérogénéité et le pluralisme culturel. Le Sud est différent du Nord, le Nord est différent du Sud-Est, celui est différent du Centre. Le portugais fait l'unité linguistique du pays. Les habitudes et les subcultures sont très différentes les unes des autres. Il y a une convivialité frappante de ces différences. D'abord, la différence est raciale. Dit qu'il n'est pas ce mot, pas racial. Lui parle de diversité phénotypique. Donc, il y a déjà le débat, effectivement, il dit que c'est phénotypique. On rencontre toutes sortes de couleurs de peau. On dit qu'il s'agit de démocratie raciale, ce n'est pas vrai. Nous vivons dans un pays qui a une convivialité et une mixité énorme. Il y a du racisme, c'est pour cela qu'une loi nommée CAO, initiale de l'université et députés qui l'a proposée, existe. Elle autorise l'empoisonnement de tous ceux qui l'enfreignent. Le racisme existant, ce n'est pas ségrégationnisme, mais plutôt de domination. Il prend appui sur l'idée que le noir au Brésil, descendant d'Africains, est un citoyen de deuxième classe. Les noirs ont toujours des petits salaires et un problème d'éducation. Maintenant, il existe une politique gouvernementale pour élever le niveau de citoyenneté. Etc. Je continue. Moi, j'approuve un recours provisoire et non pas définitif aux quotas. À son point de vue, donc il y a tout un débat là-dessus. La culture nationale et officielle et les universités ont été colonisées par le discours eurocentrique. Je dis toujours à la presse qu'il faut remplacer la colonisation par la colorisation. Et bien sûr, l'autre point sur lequel je voulais intervenir, c'est que, bon, le collègue anthropologue, c'est l'étude anthropologue, hein, a connu aussi l'initiation dans le candomblé. Bon, je laisse la partie candomblé. J'étais parti au Brésil et quand j'étais à Salut de Maranhão, j'étais voir les Mamaloris pour faire des entretiens. Bon, je laisse ça de côté, on va évoquer cela. Non. Alors, un point qui m'a plu, c'est la capoeira. C'est un art de combat d'origine africaine, un combat dansant que l'on pratique avec les mains et surtout les pieds. C'est une danse, une lutte, un chant, très efficace comme forme de combat. C'est la lutte des Noirs du Brésil, à Rio ou à Bahia. Mais je vois cet art aussi comme un jeu. Aujourd'hui, il est pratiqué par les femmes, les jeunes handicapés. C'est un art national du corps. Bon, j'arrête là. Bon.
Alors, alors, je voulais terminer sur cette question, c'est la place des intellectuels au Brésil, noirs au Brésil, elle aborde. Bon, il dit, je pense que l'historien qui a été guerrier pendant la dictature, il a été arrêté et torturé, etc. Alors, je dis, en dehors de ça, il a beaucoup rencontré Pierre Verger, que j'ai vu, de son nom initiatique Fatumbi, nom d'initié. Bon, bien sûr, il avait des ennuis puisqu'il avait pris à l'époque des objets d'art du Nigeria pour le musée de l'homme de Paris. Mais c'est quelqu'un qui était d'une douceur, de gentillesse, et je pense que je garde encore de lui, de cette rencontre à Saint-Louis de Maragnan. Non, Maragnan, c'est ça? Maragnan, bon, l'accent. C'est ce qui change. Et la notion de survivance, en fait, on ne parle pas dans cette partie du monde, du Nouveau Monde, on ne dit pas survivance de l'Union africaine, on ne dit pas non. Il y a une réinvention d'une autre culture qui rencontre les cultures européennes, indiennes, africaines dans le Brésil. Et c'est ça qui... Je vais continuer. J'espère que, monsieur le directeur, quand vous se retrouvez à Fluminense l'année prochaine, on va en discuter encore. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Alors, je donne la parole à professeur Ida Alves, de l'Université fédérale Fluminense. La professeure, elle a doctorat en littérature portugaise. Elle fait des études littéraires de la littérature faite en langue portugaise et elle fait partie du CREPAL. Voilà, elle va nous présenter Paysages en mouvement dans la poésie contemporaine, chemin franco-portugais brésilien. Bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous et de partager nos recherches. Merci aussi pour la qualité de l'organisation du colloque. Quelle relation pouvons-nous établir entre la littérature et la géographie? Si du point de vue de la classification des domaines de connaissances, il s'agit de deux terrains distants et éloignés, il y a de celui des écrivains des voies communes de réflexion qui peuvent servir de pont entre ces graphies du monde. Il n'est pas très original d'aborder ce sujet si l'on tient compte de la vaste production théorique et analytique française provenant des écrivains géographes et des paysages notamment. Mais au Brésil, cet angle d'appréciation n'a pas mérité beaucoup d'attention, du moins en ce qui concerne le domaine des études littéraires comparées. C'est pourquoi notre travail de ces dernières années a été de démontrer la productivité de cette rencontre interdisciplinaire en essayant de penser essentiellement les rapports entre les paysages et la poésie contemporaine. C'est la base des études développées par le professeur Michel Collot, Paris 3, qui dirige le Centre de recherche Écriture de la modernité associé au CNRS et auteur de plusieurs œuvres sur la poétique, la poésie française moderne contemporaine et la philosophie des paysages, outre les séminaires permanents qu'il coordonne, intitulés Versions de géographie littéraire. Voilà pourquoi nous avons voulu traduire des œuvres de Michel Collot comme Poétique et philosophie du paysage, 2013, organisée pour les lecteurs brésiliens, afin d'élargir la portée de ces études parmi nous et d'établir de nouveaux réseaux de recherche. Si l'on garde à l'esprit ces tableaux théoriques, on comprend également la poésie comme une géographie, dans la mesure où elle se forme comme une pensée critique sur la façon d'occuper et de vivre les espaces, habités aussi bien dans le monde que dans le langage. Au cours des dernières décennies, la conscience écologique s'est beaucoup développée face aux problèmes les plus divers provoqués par les modifications que l'homme imprime à l'espace qui l'entoure, les actions prédatrices contre la nature, sa réfaction qui s'accentue face à l'expansion du réseau urbain, ont entraîné une ample discussion sur la protection et l'aménagement des espaces naturels et, par conséquent, sur les paysages.
Des géographes, anthropologues et sociologues de renom ont publié depuis les années 70 d'importants études à ce sujet qui rénovent l'abordage de la notion de paysage pour la comprendre dans sa relation avec la culture contemporaine. Par conséquent, cette notion a été reprise au-delà du terrain géographique proprement dit. Elle est discutée dans diverses sphères des sciences sociales et humaines et de divers points de vue, morphologiques, fonctionnels et symboliques. Ces approches proposent évidemment de façon particulière d'étudier les paysages, mais il existe un point commun dans la diversité. La corrélation mise en question entre les sujets et la nature qui comprend les paysages comme une donnée construite, c'est-à-dire comme une structure de sens, une articulation culturelle alliant la perception, la conception et l'action, telle qu'Alain Corbin, Alain Roger, Anne Coquelin, Auguste Berg, Pierre Nora et Pierre Sansot, entre autres chercheurs français renommés, mais non seulement les Français, les démontrent dans leurs œuvres. Comme Berg l'a affirmé, les paysages, je cite, ne résident ni seulement dans l'objet, ni seulement dans le sujet, mais dans l'interaction complexe de ces deux termes. Ces rapports qui mettent en jeu diverses échelles de temps et d'espace n'impliquent pas moins l'institution mentale de la réalité que la constitution matérielle des choses. Et c'est à la complexité même de ces croisements que s'attache l'étude paysagère. Fin de citation. Quant à Alain Roger, il a cherché à démontrer comme tout paysage résulte d'un processus qui a dénommé artialisation, et selon lequel il est un produit de l'art, une construction de la sensibilité humaine face au monde. Dans les études littéraires sur les récits, l'espace a été une catégorie constante d'analyse et la littérature a produit au XXe siècle des œuvres emblématiques autour de l'expérience spatiale. Mais ce n'est que récemment que s'est constituée parmi nous, et de façon plus systématique, une production analytique sous angle de la perception du paysage en tant que processus relationnel entre les sujets, les mots et le monde. Les registres de liens d'habitation et de construction sociale, culturelle et esthétique, à partir d'expériences individuelles ou collectives. Alors que dans le domaine de la géographie humaine et culturelle, les études des paysages sont récurrentes au Brésil et englobent même parfois des œuvres littéraires, les études des paysages sont, dans le domaine des lettres semblent être de nos jours, pour certains, un retour peu original à un thème du passé. Car la valorisation des paysages naturels et les relations avec des personnages romanesques ou des thèmes lyriques ont été des sujets importants du romantisme brésilien, en quête de différences identitaires par rapport à la production esthétique européenne. Voilà pourquoi recommencer à parler du paysage risque de paraître un anachronisme critique ou un déjà-vu analytique. Cependant, la force des études paysagistiques est aujourd'hui indéniable et prend de nouveaux contours qui permettent d'autres relations interprétatives. Au-delà de la spécificité du langage littéraire, penser le paysage permet une ouverture théorique et critique assez intéressante, alimentée par les dialogues multidisciplinaires qui est devenu, au cours des dernières décennies, un thème fondamental et surtout un parcours nécessaire pour penser l'art et sa participation dans le tissu social, principalement dans l'évaluation d'une réalité dominante dans notre perception quotidienne, les paysages urbains. De fait, cette approche théorique et critique devient encore plus provocative si l'on considère que nous vivons à l'époque d'un urbanisme rapide qui va inexorablement avaler la nature qui nous environne.
Les œuvres littéraires contemporaines traitent avec emphase la question urbaine et par conséquent réfléchissent sur les figurations et défigurations de la nature provoquées par les expériences du sujet fortement marquées par des relations conflictuelles avec l'espace et la perception du monde faite par des instruments qui exploitent la réalité virtuelle. Dans le vaste domaine de la littérature, cependant, notre travail personnel porte sur la poésie moderne et contemporaine de langue portugaise. Nous ne cherchons pas seulement à comprendre la production poétique donnée dans nos terres, mais les contours d'une lyrique qui montre la force du paysage urbain comme miroir de notre époque. Nous avons aussi discuté l'hypothèse que cette production se construit essentiellement sur une écriture élégiaque, c'est-à-dire qu'elle transforme en langage lyrique sa relation lugubre avec la ville, puisque de subjectivité en défaut et mécontente avec l'espace s'affirme et le considère ruiné, défiguré et provisoire. Les expériences de l'urbain dans diverses poétiques dénotent alors une perception pessimiste du monde où apparaît une absence de nature avec des sujets qui expérimentent des non-liés, je cite Auger, de plus en plus présentes dans la vie citadine. Bien que chaque poète développe une ligne d'appréhension du monde, nous observerons par exemple dans la poésie publiée depuis les années 1970, un regard urbain plus accentué et une attention plus évidente sur des subjectivités qui se retrouvent dans des expériences d'errance, de mobilité et d'absence. Le paysage s'établit comme un lieu d'interrogation auquel le poète est confronté et vers lequel il mène son lecteur attentif. Dans ces poétiques, la géographie est l'entrecroisement des rios, des routes, ou l'aller à la recherche de villes qui se révèlent aussi des lieux sans mémoire et sans résistance à la massification culturelle qui semble frapper de nos jours toutes les régions habitées de la Terre. Quelle expérience géographique a-t-il écrit maintenant? Sans locus amenos, sans Attique, sans Nouveau Monde, il ne nous reste plus qu'à parler de notre vécu dans des espaces limités et contrôlés et de notre épopée particulière qui est de parcourir des rues avec l'effet de signalisation, habiter dans des immeubles, entrer dans des cafés, des centres commerciaux, des supermarchés, se perdre dans des non-lieux tels que les aéroports, les gares, les stations de métro, en recetant un soulagement momentané affolé de jardins publics et artificiels. Cette poésie, si attentive au quotidien, souvent accusée d'être superficielle et négligée dans son langage et dans son imagerie, révèle avec ironie et désillusion de nouvelles géographies de l'émotion, du conformisme journalier à l'amertume insoluble. Au Brésil, par exemple, pour les poètes de Rio de Janeiro, qui circulent principalement dans la zone sud, la nature est une réalité bien présente dans le tissu urbain qui fait vraiment partie de son mode d'être et de vivre. Surtout la plage, les collines aux quatre coins de la ville, la forêt en périmètre urbain, les contours de la baie de Guanabara, les contrastes de couleurs entre la mer, la végétation et le ciel, enfin, la nature, même confrontée à la croissance urbaine d'un désordre relatif ou immense, est si présente que le regard quotidien finit par lui être indifférent. Pour les poètes de São Paulo, peut-être la matérialité des tours, la concentration des meubles, la visualité urbaine sont-elles omniprésentes. L'élément naturel le plus paysager est le rio Tietê, le fleuve Tietê, qui traverse la ville. São Paulo et Rio, énorme complexe urbain dont la population se compte par millions, montre une relation complexe et tendue avec la nature. À partir des années 80, malheureusement, la violence s'est accélérée à divers niveaux au pays, ce qui a engendré une expérience urbaine très traumatisante. Quelques poètes de Rio font contraster la beauté du paysage
avec la violence absurde qui peut éclater à tout moment. Mais on relève également l'expression d'étrangeté dans la poésie. Des poètes de São Paulo, pour leur part, expérimentent souvent que le paysage qui les reste est celui de la métropole de béton, de verre, d'asphalte, où on ne peut plus trouver de liens de mémoire. Les regards du sujet lyrique défigurent les paysages par son impression d'être violés par un urbanisme incontrôlé et par ses conséquences, l'indifférence, la solitude et la perte de l'expérience de lier. Plusieurs poètes contemporains abordent cet angle. Anita Costa Maluf, Marcos Ciscar, Carlito Azevedo, Alberto Pucheu, Paulo Henriques Brito, Marília Garcia, entre autres. Naturellement, nous faisons ici un cadrage limité de la production brésilienne plus diversifiée, en nous bornant aux de grands centres producteurs de culture. D'autre côté, dans la littérature portugaise, des constructions imaginantes ont longtemps dominé. D'un côté, l'espace de la mer, avec son désir d'horizon, d'expérience d'autorité et de pouvoir. De l'autre, les limites de la Provence, avec les besoins d'enracinement d'un peuple sans cesse en transit dans les navigations et les émigrations des 19e et 20e siècles. Néanmoins, au cours du siècle dernier et surtout au cours des dernières décennies, ces deux imageries ont été radicalement remplacées par la nécessité d'exprimer l'expérience urbaine et ses nouveaux vécus spatiaux. Devant ce panorama, l'absence ou la raréfaction des paysages naturels ou la certitude de leur dégradation sont devenus des points d'observation constante dans la poésie portugaise plus récente. On voit dans cette écriture la domination de plus en plus forte des espaces clos où s'abritent des sujets à la recherche d'un champ d'observation du monde. Café, bar, chambre de pension ou d'hôtel, automobile, train, y constatant l'indifférence, l'inadéquation et le dépaysement. Cesário Verde, grand poète portugais, avait déjà noté l'emprisonnement de l'homme dans la ville, sa Lisbonne du 19e siècle, en pleine transformation capitaliste. Je cite, « Triste ville, je crains que tu ravives en moi une passion défunte. Mais si nous vivons, nous les émurés, sans arbres, dans les vallées obscures des murelles. » Mais ce sera justement les poètes qui commenceront à publier dans les années 70 qui diront plus ostensiblement que Cesário Verde avait raison. On parle ici d'une condition urbaine difficile à supporter, vécue quotidiennement comme un poids, une violence intérieure. Se dans des métropoles comme São Paulo et Rio de Janeiro, la violence se caractérise de forme plus évidente, avec des effets vraiment criminels, dans la poésie portugaise, ce mal-être est d'une autre origine, interne et émotionnelle. Il désigne en langage poétique la sensation de précarité, de passage physique par la vitesse du tout, moyen de transport, écran, moyen de communication et autres. Il est loin de plus en plus les sujets de les affaires et de leurs certitudes. Il les sépare d'une mémoire affective reliée de petits territoires d'émotions, l'enfance, la famille, les amis, ce qui engendre solitude, distanciation et emprisonnement existentiel. Il vaudrait la peine de lire les poèmes de Manuel de Freitas, Carlos Bessa, Inês Dias, Filipa Leal et Luiz Quintais, entre autres. La défiguration du paysage naturel ou la configuration du paysage urbain non à quoi il semble imposer au poète contemporain les tons élégiaques correspondant aux expériences de perte, de vide et de mort symboliques en termes socioculturels de la réalité citadine. La reprise de l'élégie comme forme rénovée de la poésie récente mérite un approfondissement.
Les expériences de l'urbain dans la contemporanéité et les reflets dans les textes poétiques nous fait penser à la façon dont cette atmosphère de ruine et de décalage devient matière à un lyrisme où domine non pas le horérisme moderne, mais la forte perplexité d'un sujet lyrique qui ne cache pas sa faiblesse, sa banalité quotidienne, ses peurs et précarité. Comme l'analyse Jean-Michel Maupoy, on observe dans le lyrisme de la fin du XXe siècle le renouveau de l'élégie et l'impossibilité de l'épopée et de l'ode. Enfin, nous sommes d'accord avec la perspective de Michel Collot, dans laquelle il s'avère de plus en plus nécessaire d'établir un grand plan de travail commun pour constituer concrètement une géographie littéraire comme domaine de connaissance, tant dans son aspect diachronique que synchronique, permettant que l'étude des paysages cesse d'être d'un terrain ponctuel, un champ de réflexion académique restreint pour atteindre le statut de nouveau domaine de recherche. Doté d'une méthodologie définie qui systématise des concepts issus d'une théorisation de la perception, elle pourra constituer une plus ample réflexion culturelle et linguistique en discutant des graphies du monde, des graphies du littéraire, autour d'un opérateur spécifique, les paysages. Avec cet horizon de travail, ces études élargiront les terrains d'observation en y associant des abordages géographiques, géocritiques et géopoétiques, avec la formulation de thèmes interdisciplinaires propres à une contemporanéité de mondialisation et de déplacements physiques et mentaux continus et intenses, des mouvements spatiaux qui reflètent aussi et fortement dans des textes littéraires cette autre espèce de géographie. Merci. Merci, Ida. Maintenant, je passe la parole à M. Étienne Sautier, docteur en histoire par l'Université de Paris 3, Sorbonne Nouvelle, chercheur associé au CREDA, qui va nous parler crise contextuelle, crise de relations. Merci beaucoup. Donc avant toute chose, merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité à venir parler de ce sujet qui m'occupe un petit peu par intermittence depuis quelques temps. La question notamment des difficultés de circulation de la culture entre France et Brésil en temps de crise. Alors ce que j'entends par temps de crise, c'est effectivement temps de guerre, temps de crise économique. Et pour le coup, effectivement, la période du 1er XXe siècle est une période qui se prête particulièrement à ce genre d'observation dans la mesure où 2 guerres mondiales, une crise économique majeure. Pour parler de ce sujet, je pense qu'un des premiers angles de regard possible est le moment de coupure le plus radical. Donc en 1940, l'occupation de la France et le blocus maritime britannique interrompent de manière soudaine la circulation des livres de la France vers le Brésil. Les travaux de Laurence Halliwell signalent cette situation. Dans son tableau quantitatif des circulations d'imprimés de la France vers le Brésil, on entend ? Oui. De la France vers le Brésil, on peut constater ainsi, en 1942, donc de 42 à 45, bas du tableau, qu'on a effectivement une réduction à 0 de l'importation littéraire, de l'importation de l'objet livre de la France vers le Brésil. Donc cette cassure, cependant, ne casse pas une dynamique qui, effectivement, est une dynamique d'étiage relatif depuis la Première Guerre mondiale. On le constate, on a des moments charnières où, effectivement, la baisse de ces circulations est radicale. Première Guerre mondiale, crise économique de 1930, et Deuxième Guerre mondiale où la coupure est totale. Cependant, on le constate, c'est une coupure qui se fait sur le temps.
on a un étiage progressif également. Donc, cette dynamique d'amoindrissement a connu un moment plus important que d'autres, mais la crise économique de 1930 n'est pas en reste par rapport aux deux guerres mondiales, mais le mouvement est constant. Donc on pourra, à bon droit, du coup, se poser la question de se demander si une crise contextuelle, ou un ensemble de crises contextuelles, équivaut à une crise de la relation. C'est-à-dire, voilà, une relation qui s'arrête. On pourra se poser cette question autour de 3 axes principaux. Donc tout d'abord, envisager une crise contextuelle qui joue sur le lien. Dans un second temps, on pourra penser aux nouvelles circulations et aux voies de traverse pour contourner ce blocage, les blocages de circulation, pour ensuite envisager cette crise comme élément d'ouverture, excusez-moi, comme élément d'ouverture culturelle vers l'ailleurs. Dans un premier temps, donc, on envisagera donc, un ensemble de crises ponctuelles, donc de crises ponctuelles au niveau du contexte, sur la période qui viennent presque mécaniquement peser sur le lien et la relation qui se fait entre France et Brésil. On constate par exemple la Première Guerre mondiale, au moment de la Première Guerre mondiale, que celle-ci équivaut, dans un premier temps, au niveau culturel, au départ des Brésiliens qui se trouvent à Paris. C'est-à-dire que Joaquim Nabuco signale qu'avant la Première Guerre mondiale, il eût été possible de construire une académie brésilienne de lettres à n'importe quel moment à Paris, rien qu'avec les intellectuels et élites brésiliennes qui se trouvaient à Paris à tout moment. Ce qui montre effectivement à quel point le lien était important. Le moment de la Première Guerre mondiale signifiait aussi le départ de ces Brésiliens et l'interruption d'une période d'idéal européen des élites intellectuelles brésiliennes. On voit cela notamment dans ces adieux qu'adresse José Amoroso Lima que se remémore José Amoroso Lima à Paris, juste avant la Première Guerre mondiale, avec pour conclusion, en septembre, chacun reprit le chemin du retour. Équivalent finalement à ce départ des Brésiliens. Durant la guerre, la présence brésilienne à Paris va demeurer à certains égards, de manière tout à fait minime, assez anecdotique, et va se teinter finalement, presque en parallèle de la notion de culture de guerre, de raison guerrière. On peut prendre pour exemple le cas de Graça Aranha, qui se trouve à Paris pendant la guerre pour représenter les intérêts de la famille Prado, qui est en relation avec l'armée française et leur fournissent des conserveries de viande. On peut également penser au cas de Paulo de Rubranco, le fils de José Pérez de Rubranco, donc l'ancien ministre brésilien des Affaires étrangères, qui, pour sa part, a été élevé au Brésil, a été dans sa jeunesse champion de rugby en France, a fait ses études de médecine à Paris, s'engage en 1914 de manière volontaire dans l'armée française, et au moment où le Brésil entre dans la guerre, finalement assume la direction de l'hôpital militaire de la rue de Vaugirard à Paris. Donc finalement, c'est un rapport qui est essentiellement teinté par la guerre. Quand on envisage la crise de 1929, si on voit moins de traces, si elle laisse moins de traces dans l'arrêt de circulation culturelle, on ne peut en revanche que constater une chose, c'est que le prix du livre venu de France, à cause de l'inflation notamment de la monnaie brésilienne, augmente dans une proportion de 8 fois son prix en quelques années. Ce qui fait effectivement qu'on constate à partir de 1932 une diminution de 50% des importations de livres venus de France en termes de volume, en termes de valeur également. En termes de valeur, c'est nettement moindre, mais on constate justement quand on compare volume et valeur le fait que cette cause est liée, cette diminution est liée à l'augmentation du prix du livre. Il est intéressant de voir que en parallèle se développe, j'en parlerai un petit peu plus tard, pas mal de maisons d'édition brésiliennes qui traduisent, j'en parlerai un petit peu plus loin.
Au moment de la Deuxième Guerre mondiale, on assiste à une coupure radicale dans la mesure où, effectivement, le livre n'arrive plus, ce qui provoque un manque évident, et ce qui provoque des situations assez caricaturales dans la mesure où on a de la spéculation sur le prix du livre français. On voit ainsi des librairies françaises faire publier des annonces pour l'achat le plus urgent possible de tout ce qu'on peut trouver en langue française, pour effectivement le revendre le plus rapidement possible par la suite à des prix absolument prohibitifs. On voit ici le prix dans la recherche du temps perdu en 1943 à 2500 Kreuzer. C'est d'autant plus marquant si on sait que le salaire minimum en 1943, dans la région qui paye le mieux, c'est-à-dire Rio, se monte à 380 Kreuzer mensuels. Alors évidemment, les lecteurs de Proust ne sont pas les gens qui reçoivent le salaire minimum en règle générale, surtout en langue française, mais par contre ça donne une bonne idée de la situation à ce niveau-là. Par ailleurs, bon nombre d'articles permettent de voir que malgré ces prix, la demande persiste. On le voit ici, dans la mesure où, pour reprendre l'exemple de l'ouvrage de Proust, après la guerre, on a une réflexion qui s'est faite sur cette demande impressionnante, et sur le fait qu'on fait même venir des livres de Rio à São Paulo et de São Paulo à Rio, pour combler cette demande qui est omniprésente, puisque, je cite, les demandes étaient insistantes, car tous voulaient en même temps acquérir à la recherche du temps perdu. Il voit peut-être aussi une nostalgie culturelle. Donc, plus malgré tout, sur toute la période, ce qui marque, c'est une crise de la relation sur le long terme, qui équivaut à cet étiage progressif du livre, et on pourra se demander dès lors si il ne faut pas faire un lien entre cet étiage et une certaine déception par rapport à l'idéal européen, alors que signale Graça Aranha quand il parle de Proust en 1924 et qu'il parle de décadence, que signale Antonio Cândido quand il parle de Proust, notamment en 1943, et qu'il parle de survivance de musée, article sur lequel il est revenu largement plus tard, mais on voit ici la production de quelqu'un de gauche dans la société brésilienne de l'époque. Enfin, Olivier Compagnon, on rencontre dans son ouvrage qui s'appelle L'adieu à l'Europe. Une explication possible de ce désamour pourrait... donc ce désamour pourrait être lié finalement à cet étiage du livre. On pourra enfin, dans un deuxième temps, envisager de nouvelles circulations, malgré tout, qui viennent prendre la place ou contourner ces coupures brutales de circulation. Alors, si les crises contextuelles des années 14 à 45 peuvent correspondre à une crise des relations, il serait par contre tout à fait réducteur de voir dans ce phénomène d'étiage un indice d'une disparition ou d'un amoindrissement généralisé de la culture française et plus généralement européenne au Brésil. À bien des égards, la situation est plus complexe et chacun de ces moments correspond aussi à de nouveaux liens culturels qui se créent. La Première Guerre mondiale, on le voit notamment, les Brésiliens qui partent, c'est très souvent des élites qui vont ramener au Brésil une bonne partie des avant-gardes. On le voit, et c'est Nicolas Shevchenko qui en parle, dans le cas d'Olivia Guedes Penteado et de Paulo Prado qui ramènent à São Paulo des revues des avant-gardes, mais aussi des tableaux, des œuvres de Picasso, des sculptures de Brancusi, et qui finalement ramènent à São Paulo toute une avant-garde qu'elle n'aurait pas pu avoir finalement si ces Brésiliens n'étaient pas revenus avec la guerre. Tout ceci aboutit sans doute aussi de manière un petit peu de manière un petit peu automatique au fait qu'on organise de plus en plus d'expositions d'art contemporain et d'art moderne à São Paulo, et qu'on aboutit à la Semaine d'art moderne en 1922, qui est un moment d'explosion justement de cette culture brésilienne lue à travers le prisme des avant-gardes européennes. À la crise de 1929 répondent premièrement à ces livres dont le prix augmente de manière exponentielle, le fait que le livre en langue française, donc venu de France, qui était jusque-là le moins cher au Brésil, Laurent Saluel le signale, parce qu'effectivement il est beaucoup plus cher à produire au Brésil, devient beaucoup plus cher que les éditeurs, les nouveaux éditeurs à capitaux brésiliens qui se créent à ce moment-là. Parmi ces éditeurs,
on a notamment la Livraria do Globo, qui commence peu à peu à mettre en place toute une politique de traduction. Alors on n'est pas dans l'âge d'or des grandes traductions des années 40, on est dans de la traduction de paralittérature encore, mais on a tout un ensemble de littérature française qui va arriver en traduction, et c'est le départ de cette tradition de la traduction au Brésil, massive en tout cas. Donc ça c'est Sonia de Molin dans Une bouche habitée pour Perdido qui le souligne. Un autre élément d'un rapport culturel important, reconstruit, passe par la construction d'une relation universitaire entre le Brésil et la France. C'est Juliette Dumont notamment qui l'évoque, avec notamment tout le travail de Georges Dumas au Brésil, et la mise en place des 2 missions universitaires, alors la plus connue qui est celle de São Paulo, une qui est un petit peu moins connue, importante malgré tout, qui est celle de Rio. Je viendrai en parler un petit peu plus tard, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et par ailleurs, où on le constate, la France offre des livres aux bibliothèques universitaires brésiliennes. En 1936 notamment, c'est le cas pour l'Université de São Paulo. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, l'interruption de la circulation directe du livre en 1940 ne vaut pas interruption directe de la circulation culturelle. On a simplement de nouvelles modalités qui se mettent en place de cette circulation. Tout d'abord, l'exil. Donc les motifs d'exil sont variables, mais dans tous les cas, c'est un élément de circulation culturelle. On peut envisager ça lorsqu'on regarde notamment la présence à São Paulo d'une compagnie de théâtre qui est présente au début de la guerre et qui finit par y rester, qui est la compagnie du théâtre de l'Atelier, dirigée par Louis Jouvet, qui fait connaître au Brésil le théâtre d'avant-garde, et notamment celui de Jean Giraudoux, pendant la Deuxième Guerre mondiale. On peut notamment le voir aussi avec la présence d'une culture plus populaire, en 1941 à Rio, et dès 1942 en Argentine, de Reventura avec son orchestre. En fait, une bonne partie des musiciens de l'orchestre de Reventura sont juifs. Et effectivement, Reventura part en Amérique latine pour éviter des persécutions en France. Anaïs Fléché le signale dans son ouvrage intitulé à Rio. Enfin, on peut remarquer les intellectuels brésiliens qui sont présents, les intellectuels européens qui sont présents au Brésil. Donc Georges Bernanos, Paulo Ronay notamment aussi. Je voulais parler enfin, dans ce contournement, d'un cas qui m'intéresse particulièrement, qui est le cas des éditeurs. Un bon matériel pour l'apprécier est l'ouvrage que produit donc un professeur d'histoire ancienne de la mission universitaire française de Rio, qui s'appelle Antoine Bon, et qui publie en 2 volumes, en 1944 et 1945, une bibliographie des livres publiés dans les Amériques, en langue française. Donc qu'il s'agisse des livres publiés au Brésil, mais aussi aux États-Unis, au Canada, ces deux ouvrages bibliographiques permettent d'avoir une approche un petit peu quantitative de ce qui se fait à ce niveau-là, et de constater plusieurs choses. Premièrement, effectivement, le Canada est le pays le plus représenté dans ces diffusions. C'était un peu l'évidence. Les États-Unis sont 2e, le Brésil est 3e. Ce qui donne quand même au Brésil une place très importante et correspond à presque autant que tout le reste du continent, sans États-Unis et Canada. Par ailleurs, ces maisons, dans le cas brésilien, donc ces maisons sont dirigées partout en Amérique par des promoteurs en lien avec leur vécu et leur parcours. Jacques Chiffrine à New York et a juste été renvoyé par Gallimard en 1940 parce qu'il était juif. Dans le cas de Max Fischer, donc au Cario, on a 3 maisons d'édition en particulier. On a la maison Amerique Edit, qui est celle qui publie le plus, qui est dirigée par un éditeur français qui fuit la France qui fuit la France en 1941. Donc on le voit dans un article publié dans le Correio da Manhã le 1er février 1942. C'est un ancien directeur de chez Flammarion qui ramène au Brésil par ailleurs tout son calendarius, donc tous ces auteurs qu'il a publiés chez Flammarion, qui a publié en langue française au Brésil. On a dans un deuxième temps un éditeur qui s'appelle Charles Offert,
donc d'origine suisse, qui arrive comme directeur de la maison de clés de Brouwer, donc éditeur belge, et qui le deuxième éditeur en proportion, et qui lui va être l'éditeur de Georges Bernanos, entre autres. Donc ces deux éditeurs sont très engagés, notamment auprès de la France libre. On a enfin à Rio, donc une maison d'édition, enfin une librairie qui s'appelle la Librairie Victor, qui se trouve à Ciné-l'Inde, donc en plein centre de Rio, et qui est une maison qui est spécialisée de la presse, dans la presse étrangère, circulation de presse étrangère. Cette maison donc va utiliser ces réseaux pour renvoyer dans l'autre sens, donc ces livres publiés simultanément à Rio, Mexico, Buenos Aires, New York, Montréal et Londres. La particularité de ces maisons, on le voit dans les articles qui les concernent, c'est justement d'avoir cette vocation de diffusion continentale. On le voit notamment ici, dans un des ouvrages de la collection de Max Fischer, l'Amérique Edit. On peut le voir donc sur la deuxième page, édition d'Amérique Édition Edit, donc en vente dans toute l'Amérique. On constate en dessous aussi le Made in Brazil qui est inscrit. Un cas assez intéressant. Par ailleurs, Obilatin Machado signale, lorsqu'il parle de la librairie suisse de Rio, l'importance de cette librairie pour la circulation des livres français publiés dans les Amériques. Dès lors, on le constate, si la circulation directe s'interrompt, on a une circulation alternative qui se met en place. Pour enfin envisager donc, une ouverture vers l'ailleurs de cette circulation. Donc avant la Première Guerre mondiale, on constate que la relation est presque exclusive au centre de la latinité qu'était Paris. La Première Guerre mondiale a remis en cause cette relation exclusive. On le voit notamment lorsque Grassarin parle de décadence pour Proust, ou que la revue Klaxon met dans son premier article que si le campanile de Venise s'écroule, on ne le relèvera pas. On a un constat que la proportion du livre importé de France baisse peu à peu. On peut le voir on voit que finalement, ce n'est pas tant le rapport à la France qui change, on le voit dans les deux dernières colonnes du tableau. Ce n'est pas tant un rapport à la France qui change qu'une ouverture à d'autres langues, d'autres civilisations, d'autres cultures. Donc ce phénomène est accentué durant la Deuxième Guerre mondiale par la présence américaine. Alors, une semaine avant l'entrée en guerre du Brésil, sort à Rio le film Saludo Amigos de Disney, qui met en scène pour la première fois un personnage brésilien, Zé Carioca, un perroquet brésilien qui fume, boit de la cachaça, enfin voilà, bon. On a dans un deuxième temps, effectivement, ça se fait dans l'autre sens aussi, même moment aux États-Unis, l'actrice la mieux payée, c'est Carmen Miranda, qui a un succès phénoménal. Donc on voit que c'est une relation bilatérale. Enfin, si après la guerre, le succès du livre français est au rendez-vous quand il revient, on n'en constate pas moins un article de Letras y Arte du 22 septembre 1946 qui dit que c'est merveilleux, le livre français est revenu. En revanche, entre-temps, le Brésil s'est ouvert à plein d'autres cultures. Et ce que la France a perdu dans tout ça, ce n'est pas tant sa présence que l'exclusivité. En conclusion, je vais très vite conclure, comme on a pu le voir, les crises contextuelles qui émaillent le XXe siècle pèsent sur la relation entre l'Europe et en particulier la France et le Brésil. Cependant, il serait réducteur de voir dans cette crise une interruption pure et simple. En effet, si les deux guerres et les deux crises des années 30 tendent à interrompre ou du moins à réduire les circulations directes, on constate qu'elles ont favorisé d'autres types de relations et développé d'autres canaux de circulation. Que ce soit en traduction, publication continentale, les livres circulent alternativement depuis le continent lui-même. Et en partie vers l'Europe, notamment parce que ces maisons vendent aussi à Londres. De la même manière, donc, les années de guerre sont animées en Amérique par les troupes françaises restées sur place, par les artistes français également, mais aussi par les orchestres américains. On peut penser à la circulation de Toscanini durant les années 40 avec le New York Orchestra, l'Orchestre symphonique de New York. Donc on voit que se met en place donc, sur ce ferment de crise contextuelle, effectivement une crise des relations directes, qui équivaut à une nouvelle inventivité des relations alternatives. Dès lors, si on a un remplacement effectivement américain qui va se faire peu à peu, même pour la circulation européenne pendant la guerre, et si on a une ouverture à l'extérieur, on ne pourra que constater une chose, c'est
c'est que cette ouverture à la culture étrangère, extérieure à la France, fonctionne sans doute pour le Brésil dans une dynamique cumulative plutôt que substitutive. Je vous remercie. Merci, monsieur. Et alors, je pense qu'on peut faire des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, une question là-bas. Arnaldo et Godofredo. Et là aussi, c'est juste une question pour monsieur. Pas une question, mais c'est juste un commentaire pour monsieur Abel. Dire que j'ai beaucoup aimé votre présentation. J'aimerais juste ajouter quelque chose à propos de cette convivialité harmonieuse ou pas harmonieuse et dire qu'au Brésil, il n'y a pas cette convivialité harmonieuse en ce qui concerne, parce que vous avez dit qu'il n'y a pas vraiment trop d'harmonie en ce qui concerne la convivialité par rapport à l'ethnie, aux questions ethniques, mais et il n'y a pas non plus, et surtout si on pense aux relations entre les régions du Brésil. Cette convivialité, par exemple, entre le sud du Brésil et le nord-est, alors là, il y a même énormément de préjugés régionaux, si vous voulez. Et puis aussi, en ce qui concerne des questions religieuses aujourd'hui, de nos jours, il y a beaucoup de préjugés, surtout par rapport à une religion qui grandit énormément au Brésil. Je ne veux pas dire le nom de cette religion. Et puis... ouais, mais... Ouais, surtout parce qu'il y a un candidat à la présidence de l'année prochaine qui est pour cette religion et qui est pour le parti, l'école Saint-Parti, qui est terrible, c'est très dangereux ce monsieur-là. Et puis, oui, alors... il y a aussi beaucoup de préjugés en ce qui concerne les genres aussi. Ça veut dire... ouais. La religion? Je ne sais pas si je peux le dire ici, parce qu'on ne sait jamais. Alors là, si on va être persécuté, ou je ne sais pas trop quoi, là, ça. Alors je ne veux pas... Je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire, mais c'est un monsieur qui est très dangereux, et puis ok. Justement, je ne veux pas le dire. Alors, vous voulez dire le nom? Non. On a même peur, parce que là, on peut même persécuter, je vous jure. Alors, c'est juste, j'aimerais rajouter tout ça, parce qu'il y a énormément de préjugés, surtout en ce qui concerne les régions aussi. D'accord. Ça augmente de plus en plus. Ça augmente les préjugés de plus en plus. Oui. Une intolérance très forte. Oui. Je ne sais pas si je peux parler, c'est-à-dire, pardon, c'est un peu à la suite de mon collègue de Rio. Non, d'abord, féliciter évidemment les trois collègues, c'était très bien de l'entendre. J'ai quelque chose dans la même lignée, c'est pour ça que je me suis permis de prendre... C'est-à-dire, moi, donc une réflexion, M. Kouvouama. Et je me demande s'il ne serait pas bien d'ajouter en plus, dans le côté messianique, la tradition culturelle, historique du Portugal, c'est-à-dire toujours une attente que Dom Sébastien revienne des mers. Donc, dans tout le monde lusophone, cette idée était répandue. L'attente aussi que le Portugal devienne le 5e empire, c'est-à-dire dans ces trajets de l'Est à Ouest, donc la Chine, la Perse, la Grèce, Rome et le Portugal. C'est-à-dire on attend, donc le padre Antonio Vieira a beaucoup parlé de ça dans le XVIIe siècle, cet espoir qu'un jour quelque chose va venir nous sauver. Donc ça explique un peu cette idée de, bon, les jours meilleurs vont arriver. La deuxième chose, je pense qu'effectivement, c'est-à-dire les discours religieux qu'ils avaient, c'est le seul qu'ils connaissaient, c'est-à-dire les paraboles de la Bible. Mais, en effet, c'est surtout une question politique, c'est-à-dire que souvent, le gouvernement aime bien dire que c'est messianique, parce que bon, c'est des fous, mais en fait, c'est une révolte
de la nourriture, de l'éducation, de la santé. Hein. C'est comme ça qu'à nous, ça a été comme ça au Contestado, c'était comme ça au Caldeirão, au Ceará, dans les années 30. Et là, il y a une j'arrive donc à mon collègue Arnaud, une contradiction, c'est que l'Église catholique, elle était présente. Et elle disait non, attendons, donc après la mort, ça va aller mieux. Tout ça. Non, mais elle voulait, non, on n'exclut pas la possibilité, c'est-à-dire le désir, l'envie que ce soit mieux après la mort, donc au ciel, mais on veut aussi que ça se passe maintenant, tout de suite. Et c'est là que le discours messianique, alors du coup, oui, était fort. Parce qu'évidemment, on voulait des choses tout de suite. Bon, et pour expliquer, donc je prends la suite, le Brésil actuel, c'est-à-dire, il y a aussi ces côtés messianiques, parce que il y a une expansion énorme, dans tout le monde, mais surtout au Brésil, c'est l'exemple des évangéliques, qui sont très très forts, ils ont le pouvoir, et ils proposent justement, c'est-à-dire le bonheur actuel, tout de suite. Bon, et ça, c'est évidemment, c'est imbattable. Ça, tout de suite, non, je te donne tout de suite, tu vas avoir tout de suite de l'argent, tu vas avoir une voiture neuve. Bon. Et donc, c'est un peu, j'ai l'impression que ça vient un petit peu de ces côtés messianiques, c'est-à-dire du monde culturel portugais, c'est-à-dire des colonies, c'est-à-dire cette idée qu'un jour, ça va aller mieux pour nous. On attend quelque chose. Donc là, on attend quelque chose, mais on veut tout de suite, aussi comme ça a été à nous de Contestado, on veut aussi le bonheur actuel aujourd'hui, tout de suite, ces jours-ci. Donc j'ai l'impression que ça renforce tout ce que vous avez dit d'une manière brillante, je vous félicite encore, mais il y a ce côté, je pense, culturel qu'on doit peut-être tenir en compte. Oui, non, ça c'est à vous. Oui. Merci pour vos contributions. Je ne voulais pas le dire, mais au mois de décembre, sort mon livre chez Cartala sur le messianisme qui fait le point de tout cela. Donc vous l'aurez là dans un mois. Alors, c'est les deux éléments. C'est un travail qui a commencé depuis longtemps avec Balandier et surtout avec Henri Desroches, Sociologie de l'espérance. Et mon collègue au Portugal, c'est Custodio Gonçalves, qui est à Porto, avec qui on travaille sur ces questions. On essaie de voir comment ces phénomènes qui vivent des traditions juives et chrétiennes, comment ces mouvements ont essaimé partout. Et le collègue italien, Vittorio Lantinari, lui parle des mouvements religieux des peuples opprimés. Comment se fait-il que ces mouvements qui sont nés par-ci et là, en Afrique du Sud avec Ben Sinclair, sur l'éthiopisme qui s'y est apparu, comment ces mouvements naissent dans différents pays, quelle est leur filiation historique? Mais c'est qu'on a tenu compte du fait que c'est à partir des situations concrètes des peuples, situations de domination, que naissent ces mouvements prophétiques, messianiques, nativistes, revivalistes, etc. Et par rapport au pentecôtisme, je veux m'arrêter là, c'est que c'est partout, même en Afrique centrale ou en Afrique subsaharienne, on les appelle des religions voyageuses, qui sont des ambiguïtés à la fois de produire de l'immédiateté, c'est-à-dire d'exploiter la souffrance des peuples pour pouvoir... Mais c'est ça le rôle aussi de toutes les religions, d'exploiter, mais aussi, curieusement, c'est de se servir de la Bible comme technique de management. Bon, je m'arrête là parce que ça va jamais loin. Pareil au Congo-Kinshasa. Et puis, il y a, du côté des femmes, il y a la CFMC, la communauté des femmes messagères du Christ. C'est dans toute l'Afrique, du politique, les femmes politiques, les femmes... C'est bon. Et ça vient bloquer tous les mouvements religieux qui sont locaux, et il y a des contradictions. Bon, on parlera de ça par la suite, mais c'est effectivement une question qui ressurgit dans différents pays. Merci pour vos contributions. Pascal, para você, é para mim, meu Deus. Caramba. Pronto, estragou o
microfone. Voilà, ça marche. Merci. Tu as fait le miracle. D'un seul geste, comme ça. Moi aussi, je voulais vous remercier parce que j'ai trouvé les trois communications passionnantes et j'aurais des milliers de questions, mais comme je suis très bavard, je vais me limiter. Je vais juste poser une question, une remarque, un prolongement par rapport à la communication d'Ida. Sur l'espèce d'appel que vous faites en fin de communication, relayant l'appel de Michel Collot à développer les approches géographiques en littérature, ou la géographie littéraire, puisque c'est un des titres d'ouvrage de Michel Collot. Moi, je voulais proposer une autre approche, puisque je suis géographe. Et il me semble que j'adhère très très largement aux propositions de Collot, mais je trouve que sa vision de la géographie est un peu réductrice, mais bon, c'est pas trop le sujet. Mais ma remarque, elle va aussi dans le sens d'un appel à une réflexion du point de vue des géographes sur l'intérêt de la littérature et du... Oui. Vous avez dû appuyer sur le bouton. Ah, c'est ça. David. Bon. Attention au bouton. Non, mais je n'ai rien touché. Maintenant, ça marche. Je ne vais rien toucher, d'ailleurs. Et je pensais notamment, donc, par rapport à la question de l'intérêt de la littérature pour la géographie, on a tout un domaine de recherche dans cette perspective-là. Il y a différents collectifs qui existent en France. Alors, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs et au Brésil notamment, mais en tout cas, il y a une réflexion assez importante en France. Et on s'appuie notamment sur quelques mots d'un écrivain brésilien, justement, qui est Luis Rufato, qui a pas mal travaillé sur São Paulo et qui nous a fait réfléchir beaucoup à la question urbaine à travers ses écrits. Rufato dit quelque chose comme l'intérêt la littérature, c'est une réflexion sur l'être humain plongé dans le monde. Et finalement, pour nous, géographes, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que la géographie n'est pas une science expérimentale. On ne peut pas prendre des êtres humains et les plonger dans différents environnements pour voir comment est-ce qu'ils souffrent, comment est-ce qu'ils se comportent, comment est-ce que ça se passe. Et la littérature va nous apporter ce regard-là et va avoir cet intérêt-là pour nous. Qu'est-ce que c'est, par exemple, que la souffrance, les espoirs, les sensations de déracinement d'un migrant qui essaye de rejoindre l'Europe. On va approcher la question de la migration quand on est géographe à travers des données chiffrées, des statistiques, mais cette dimension-là, on va avoir beaucoup de mal à s'en saisir. Et la littérature, même fictionnelle, est une sorte de détour qui va nous permettre cela. C'est pour ça que je voulais... j'adhère complètement à tout cela, mais je voulais prolonger en quelque sorte cet appel pour dire... Pour nous aussi, géographes, cette question littéraire est intéressante. Et ce n'est pas simplement la question de deux champs de la connaissance qui seraient d'un côté les études littéraires et de l'autre côté la géographie, mais plutôt qu'est-ce que cette réflexion globale sur, pour reprendre Rufato, l'être humain plongé dans le monde, peut apporter à la fois à la question littéraire et à la question de la géographie. Merci en tout cas. Bon, c'est un commentaire, je remercie et je suis d'accord avec vous. Le problème entre nous, c'est que il y avait beaucoup, je ne sais pas si je vais expliquer complètement parce que je ne pense en français, mais je vais essayer. Et entre nous, il n'y a pas beaucoup de groupes qui étudient les paysages. Littérature et paysage. En France, il y a beaucoup
En France, il y a une bibliographie immense, il y a beaucoup de groupes qui réfléchissent ces matières. Mais entre nous, il n'y a pas de groupe. Dans le domaine de géographie, oui. Dans la géographie humaine et culturelle brésilienne, est riche dans l'étude sur ces questions. Dans le domaine des lettres, il n'y a pas cette option. C'est une option de travail. Né? La histoire littéraire, fréquemment, est plus commun entre nous. Et, alors, je suis d'accord avec vous que não importe les combattre pour créer un autre domaine d'études théoriques, géographie littéraire, je comprends. Mais nous voulons observer des œuvres sur ce point de vue, né, des espaces, como le texte littéraire peut contribuer à développer la pensée sur l'habitation, né, d'occuper un espace, surtout dans la poésie, parce que dans la fiction, dans le récit, c'est très commun. C'est très commun. Et nous avons, au Brésil, des œuvres très importantes. Guimarães Rosa, o Sertão, o Grande Sertão Veredas, o Euclides da Cunha. Il y a beaucoup de narratifs, de récits très importants entre nous sur la question d'espace, d'une géographie imaginaire. Né, d'une géographie imaginaire. Mais dans l'espace de poésie, c'est moins fréquent. Peut-être que la question chez Michel Collot, enfin, puisqu'on est tous d'accord par rapport à l'intérêt commun entre géographie, littérature, poésie, récit. Mais peut-être c'est parce que lui, en tant que chercheur, il a voulu établir, disons, retour au monde. Parce que toujours la poésie, c'est le moi. C'est le moi. Oui, et pas plonger dans le monde, en principe. Oui. N'est-ce pas, selon une certaine vision. Donc, il va, par exemple, critiquer, je ne sais pas quel mot prendre, mais critiquer, disons, le texte tout-puissant, donc l'oubli du monde. Chez lui, la question de cet appel, ce ton un peu militant ou pour la géographie littéraire, je pense qu'il vient répondre à ça, en souci théorique, disons, personnel, chez lui, n'est-ce pas, de se démarquer de ce qu'il considérait insuffisant. Donc, le texte qui efface le monde, qui avale tout, qui englobe tout, le tout texte, le texte tout puissant. Donc, pour lui, parler du monde, c'était un peu... Enfin, Vous connaissez mieux que moi Deguy. Deguy parle... Oui, Michel Deguy aussi. Et Michel Deguy parle de écologie. Il n'est jamais sorti du texte, poétique, ni du monde. Mais poétique. Il y a, n'est-ce pas, parfois des articulations moins souples. Une écologie. Michel Deguy, la classe nationale de philosophie. Oui, simplement pour compléter ce qui vient d'être dit. En France, il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai aussi qu'il y a des travaux qui font peut-être plus le lien avec les géographes. Ce sont ceux de Bertrand Westphal. Alors, effectivement, oui, mais c'est une autre orientation que Collot. C'est malgré tout très différent. Et c'est vrai que Bertrand Westphal travaille très peu sur... et son équipe ont très peu travaillé sur la poésie. Donc, je dirais, même en France, ce que vous décrivez, bien sûr, il y a des travaux sur la géographie. Mais comme on vient de dire, ceux de Michel Collot, vous avez cité Maupoy, restent très, très inscrits dans une orientation qui travaille sur le sujet lyrique avec cela comme principale orientation et qui, à partir de là,
utilise en quelque sorte le paysage, mais qui est un petit peu secondaire. Donc je crois que ce que vous posez pour le Brésil, c'est en partie vrai aussi pour la France par rapport à la poésie et la poésie contemporaine, alors qu'il y a aussi un très vaste champ. Alors nous, on serait plutôt, il me semble, d'après ce que j'ai vu en poésie contemporaine, du côté du paysage plus naturel, entre guillemets. La question du monde urbain semble un petit peu plus secondaire, mais il y aurait aussi beaucoup de choses à observer. Donc tu as présenté, c'est Isabelle Scholl, du laboratoire de littérature, linguistique. J'ai encore vu mes propos dans Alors moi j'avais une question pour Ida. Je me posais en fait moi aussi. Je me posais en fait la question, c'était tout à fait naïf, mais je me posais la question de géographes qui travaillent sur l'espace littéraire. Pour le coup, je pense, je ne sais pas si ça existe beaucoup au Brésil, je pense au cas de quelqu'un comme Yves Lacoste en France sur Grac, qui, Julien Grac, plus ou moins dessiné une carte, justement, parle de romans du géopolitique, pour le rivage des Sirtes notamment, et je me demandais si on avait ce type de travail au Brésil, de géographe sur le littéraire. Enfin, c'est pas le meilleur exemple. Pas de géographe, mais il y a du travail de discours. Il y a des recherches de géographie. Tu sais, excusez-moi, il y a du travail de lecture des maps et des noms des rues, mais ce sont des travaux en analyse du discours. Littéraire, un géographe qui fait littérature. Excusez-moi. Tu dis le roman, effectivement, comme un élément géographique. En fait. Alors, David. Oui, j'aurais une question à poser à Monsieur Étienne Sautier sur... alors, votre exposé est très intéressant, a donné des indications quantitatives, en fait, essentiellement, sur la circulation du livre français vers le Brésil. Et puis, vous avez montré des pages de livres, des quatrièmes de couverture, où il y avait des listes d'auteurs. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est si, pendant notamment la Deuxième Guerre mondiale, vous avez évoqué les difficultés des Juifs avec les maisons d'édition comme Gallimard, s'il y a des choix de publication particuliers, d'auteurs particuliers pendant cette période-là, pour marquer un engagement politique, en fait, à la fois des éditeurs, des Français qui sont en relation avec eux. C'est la même question que j'allais poser avant. Alors pour le coup, ça dépend des maisons d'édition. Oui. Ça dépend des maisons d'édition, c'est-à-dire que par exemple, on a la librairie Victor, dont je parlais tout à l'heure, qui a une collection Chanteclair, qui n'est clairement pas engagée. En revanche, on constate une chose, c'est que très souvent, quand ils vont sortir des ouvrages qui sont plutôt du côté de Vichy, ils ne vont pas le faire sous le nom de Chanteclair. Ils vont le faire sous un autre nom de collection. On a le cas de la librairie donc, de Max Fischer. Max Fischer, je n'ai pas vu de choix particulier à ce niveau-là. En revanche, Max Fischer s'engage d'une autre manière. En 1943 notamment, il fait une conférence à la radio de Rio, qui est annoncée dans la presse, sur les persécutions intellectuelles par la Gestapo. Il va à des messes dites en l'honneur de Charles de Gaulle, à la Candelaria. Donc on a, pour le coup, quelqu'un de très engagé. De son côté, Charles Offer a été l'éditeur, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un ouvrage qui est sorti chez beaucoup d'éditeurs, qui s'appelle L'honneur des poètes. Durant la Deuxième Guerre mondiale, Charles Offer était l'éditeur de L'honneur des poètes au Brésil. Par ailleurs, c'était aussi l'éditeur de Bernanos, et notamment de sa lettre aux Anglais, qui est l'engagement de Bernanos dans le sens effectif, du côté des Alliés. Mais c'est un élément qu'on voit aussi chez les autres éditeurs américains. Isaac Molio, par exemple, à New York, juif lui-même, financé par Rockefeller, fait très clairement des choix liés premièrement à la résistance, d'autant plus que son directeur de collection, c'est Jacques Maritain. On a André Chiffrine. Là, c'est un cas particulièrement intéressant parce que Chiffrine, premièrement, quand il... donc, comme pour Max Fischer, Jacques Chiffrine, c'est André Gide qui lui paye son billet de traversée.
Et dans le cas de Chiffrine, donc c'est premièrement, il s'allie à des Allemands en exil pour créer l'éditeur Panthéon Books, donc qui est toujours un éditeur très important aux États-Unis. Et donc on a des choix de publication en langue française. Chiffrine était directeur de collection. Il était directeur de collection chez Gallimard. Alors, Chiffrine, oui. Il était tout d'abord directeur de collection indépendante, la librairie de la Pléiade au tout départ, qui est une collection, au départ d'un éditeur indépendant, qui est racheté par Gallimard, qui à ce moment-là engage Chiffrine. Et en 1940, Chiffrine étant juif, Gallimard le met dehors, parce que, alors que pourtant il dirige la collection qui est son ancienne maison d'édition. Et c'est le moment où il part effectivement aux États-Unis. Une question que je me pose par rapport à ça, en revanche, dans le cas de Chiffrine en particulier, c'est est-ce que, dans la mesure où c'est Chiffrine, notamment après-guerre, qui est l'éditeur américain de Sartre, de Beauvoir, de Chomsky, donc du côté des États-Unis, mais aussi de toute la French Theory, la question à poser, donc en l'occurrence son fils, puisque Jacques Chiffrine meurt en 1955, la question à poser, c'est est-ce que tout ce lien à une intellectualité française publiée aux États-Unis est lié au fait que on a une famille qui était déjà largement en place dans les années 30 au niveau à Paris, dans le milieu de l'édition, et qui de fait connaissait tout le monde. Voilà. J'espère avoir pu répondre à la question. Oui, merci. Il remarque ici. Il a fait le lien avec l'expérience africaine, tu vois, c'est avec Alioune Diop par la suite. Oui. Sartre. Encore une question? C'est surtout Ah, il y a une ici, madame. Si je peux me permettre une autre intervention. Est-ce que vous avez vu parmi ces éditions des choses qui concernent plus proprement les avant-gardes? Vous avez parlé des avant-gardes, de la circulation, les choses ont beaucoup circulé. Quand je regarde, ça m'a aussi beaucoup intéressé, hein, la liste. Ce ne sont pas à proprement parler les avant-gardes, les petits éditeurs avant-gardistes. Est-ce que vous avez repéré des choses au cours de vos recherches? Là, je sors un petit peu de ce de manière immédiate et il y a des choses qui circulent de manière très spéciale. Je peux donner deux exemples à ce niveau-là. On a, alors là pour le coup ce sera plutôt du côté des circulations qui vont plutôt concerner le côté nord-américain. On a par exemple les yeux d'Elsa d'Aragon qui vont être publiés une première fois à Fribourg, à la Vapenière, au Cahier du Rhône, qui ne vont pas circuler puisque ça ne circule pas, mais qui vont être repris à Londres et repris l'année suivante chez deux éditeurs nord-américains, dont Panthéon. On a un autre ouvrage qui, lui, pour le coup, est publié en France, qui est Le silence de la mer, et qui, lui, circule de la même manière en l'espace d'un an, publié effectivement en France, republié à Londres, à la demande de De Gaulle, republié 2 fois aux États-Unis, chez 2 maisons différentes, en l'espace de quelques mois, et en fait le livre ne circule plus, mais le texte circule. Et à ce niveau-là, le côté nord-américain, à mon avis, est plutôt intéressant, parce que c'est le lien avec Jacques Maritain. Jacques Maritain qui a gardé de très importants liens en Europe, et notamment avec les éditions de la Baconnière, à Neuchâtel, et les Cahiers du Rhône. Il y a tout un réseau maritain qui fait que les livres circulent de manière assez rapide, de cette manière-là, d'édition en édition. Et du côté du Brésil? Alors, du côté du Brésil, j'ai... bon, on a des éditeurs contemporains, l'avant-garde pas nécessairement. Par contre, quelqu'un comme Bernanos, qui se trouve au Brésil à ce moment-là, publie Monsieur Wynne. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des éditeurs qui fonctionnent dans les deux sens. C'est-à-dire que Max Fischer a une collection en langue portugaise, qui va publier des auteurs brésiliens, et qui va aussi traduire des auteurs brésiliens. Charles Affaire, de la même manière, va fonctionner aussi dans les deux sens. Alors ça, c'est un petit peu plus difficile à trouver au niveau source. On les trouve, notamment on les trouve en vente ou en trace. Le problème, c'est que la bibliographie d'Antoine Bon a le défaut de ne traiter que les livres en langue française ou d'auteurs français. Alors on peut trouver quelques brésiliens traduits, mais effectivement les collections brésiliennes, par ailleurs le directeur de Max Fischer au niveau de la collection brésilienne c'était Alvaro Lins. Et la collection s'appelait Joaquim Nabuco. Donc on a effectivement quelque chose qui est quand même très installé et qui fonctionne quand même aussi sur le bilatéral.
Juste donner une information. Étienne, votre travail est intéressant. Il y a, au mois de mars 2018, il y a le congrès des travaux scientifiques historiques qui se tient à Paris. Le congrès des travaux scientifiques historiques sur la circulation des savoirs. Oui. Et c'est vraiment votre... voilà. Je vais vous envoyer le lien pour que vous participiez, ce serait bien. C'est à la Sorbonne que ça va se passer. Merci. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vous invite à... Ah non, excusez-moi, il y a encore une qui veut faire la question. Ah, excusez-moi. Hein. Très bref. C'est la question de la géographie littéraire. Il me semble que ça ne se pose pas seulement pour la géographie, naturellement, mais pour toutes, je dis bien pour toutes les disciplines. Moi, je viens de la philosophie et je sais combien c'est important la question de la philosophie littéraire. Parce que quand on a un concept, on voit comment dans un texte littéraire, quand on dit l'être, je vais dire son existence, c'est en littérature qu'on le voit. Voilà, merci. L'être avec grand E ou petit E? C'est vrai. L'identité? Alors, encore une question, non? Alors, merci de votre attention. On va déjeuner.